Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce vendredi du Rotary. Pour rappel, donc c'est une initiative qui a débuté donc il y a un peu plus d'1 an et demi, 2 ans maintenant, entre la commission communication et la commission formation du district. L'idée donc, c'est de vous accompagner toute l'année avec des formations courtes, trucs et astuces, des partages d'expériences et on y a inclus également une partie questions-réponses. Cette année, c'est la saison 2 et nous avons choisi 2 thèmes, l'environnement et les effectifs. Toutes les 2 semaines à peu près au niveau de la cadence, en alternance. Pour une durée de 30 minutes, vous pouvez encore consulter l'agenda qui est en ligne sur le site du district pour connaître les prochains sujets. Avec l'enregistrement de cette session, vous pourrez retrouver à la demande sur notre chaîne YouTube eh bien, le VDR ou l'épisode qui vous intéresse. Et enfin, dernière recommandation, si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo au moment des questions-réponses, n'oubliez pas de couper votre vidéo puisque notre chaîne YouTube est publique. Donc ce soir, saison 2, épisode numéro 15, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Hulot, qui sera responsable de la commission formation du district 15-10 très prochainement. Et ce soir, elle va nous faire aimer les conflits. Les conflits sont très souvent perçus de façon très négative, alors qu'ils sont au contraire la base même de la construction des équipes performantes. Donc on va vous expliquer comment changer votre perception des conflits. On va vous donner des outils pour désamorcer ces situations. Et l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de sortir grandi de ce conflit individuellement, mais aussi au niveau de votre club. Avant de passer la main à Gwenaëlle, le rappel du dernier VDR de la saison 2, c'est le 10 juin, thème environnement, et on vous fera une présentation des différentes actions des clubs du district sur cette année, donc, sous notre gouverneur François Hulot. Voilà. Merci beaucoup. Je vais arrêter donc de partager et donner la main à Gwenaëlle pour qu'elle prenne le relais. Merci beaucoup Muriel. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce VDR donc sur la gestion des conflits. Et je vais donc tout de suite vous partager mon écran. Voilà. C'est bon, vous voyez bien? Parfait. Alors, lorsqu'on parle de conflit, il y a une première chose sur laquelle je veux qu'on se mette d'accord. C'est quand même que les conflits, c'est bien la faute des autres. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, vous voyez, c'est Jean-Paul Sartre qui l'a dit avant moi. L'enfer, c'est les autres, c'est pas nous. Nous, évidemment, quand il s'agit de conflits, on est parfait, on n'a aucun souci, on est une personne absolument cordiale, sympathique, et donc, s'il y a un conflit, c'est forcément de la faute de l'autre. Malheureusement, beaucoup de personnes croient ça, évidemment, c'est beaucoup plus simple de rejeter la faute sur les autres, alors que finalement, c'est pas si simple que ça un conflit. Il y a peut-être un partage des responsabilités. Alors déjà, un conflit, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une première définition qui est donnée par le Larousse qui dit qu'un conflit, c'est une violente opposition d'opinion, de sentiments ou d'intérêts. Ça, on est assez d'accord. Moi, ce que je rajoute là-dessus, c'est que ça survient lorsque les besoins ou attentes d'une personne ne sont pas remplis. Ce qui permet, en fait, quand on revient à notre petite phrase juste avant que l'enfer, c'est les autres, plutôt que de projeter ce qui ne va pas sur l'autre, en se disant que l'autre ne comprend rien, ne fait pas d'efforts, ne nous accepte pas tels que nous sommes, etc., tout ce qu'on aime se raconter, eh bien, c'est plutôt de s'intéresser sur quel était ce besoin ou cette attente que j'avais et que l'autre, pour X raisons, et il ne l'a peut-être pas fait exprès, alors peut-être il l'a fait exprès ou pas, eh bien, n'a pas réussi à remplir et éventuellement, soit je lui réexprime ce besoin et cette attente mieux que ce que j'avais pu faire avant, ou alors, tout simplement, j'y réponds d'une manière différente que celle que je pensais à la base. C'est-à-dire que plutôt que de me dire c'est à cette personne obligatoirement de le remplir, eh bien, si cette personne elle n'en est pas capable, eh bien, je vais aller chercher cette solution ailleurs.
Et déjà, rien que faire cet exercice-là, eh bien, ça permet de désamorcer un grand nombre de conflits. Alors quand même, les conflits, déjà, quand un conflit survient, il y a 3 réactions de base qui existent. Ces réactions, c'est vraiment des choses, alors c'est des choses qu'on développe en général dans notre enfance. C'est un mode de réaction qui est instinctif. Donc, il n'y a pas à se dire qu'il y a des bons modes de réaction, des mauvais modes de réaction. Ça, c'est un peu, c'est se poser des questions qui ne servent pas à grand-chose. Mais par contre, c'est vraiment se dire, bah, moi, comment je réagis? Alors, le plus fréquent que beaucoup de personnes ont, c'est la fuite. Donc, c'est notre monsieur là qui s'enfuit en courant et le plus vite possible, hein, vraiment, parce que les conflits, on n'aime pas ça, ça nous fait peur. Et donc, plutôt que de devoir gérer le conflit, eh bien, on préfère s'enfuir et laisser les choses telles quelles. La deuxième option, c'est la contre-attaque. Donc, vous avez vu, là, c'est notre bonhomme là en haut qui tape les autres personnes. Je suis agressée, ou en tout cas, je me sens agressée. Eh bien, puisque je me sens agressée, je vais moi-même agresser, puisque finalement, c'est l'autre qui a commencé, donc j'ai bien le droit, moi, d'agresser. Et puis, la dernière option, c'est l'autruche. C'est je vois rien. Non, mais on ne me voit plus, je ne suis plus là. C'est fini. Il ne s'est rien passé du tout. Tout va très, très bien. Et donc, j'esquive autant que je peux le conflit. Alors, je ne résous rien du tout, hein, évidemment. Mais ça me donne l'impression que, voilà, il ne s'est rien passé et on continue comme ça. Alors, là, encore une fois, hein, il n'y a vraiment pas de jugement. Moi, je peux vous dire, alors moi, je suis dans la team fuite. S'il y a un conflit, moi, c'est plutôt, j'essaye de me carapater. Alors bon, avec l'expérience, j'ai appris à y faire attention. Mais justement, l'idée, c'est pas de se dire, oh là là, c'est pas bien d'être comme ça. C'est plutôt de se dire, ah, bon, bah moi, ma façon de faire, c'est celle-là. Elle est bien ou pas bien, ça dépend des cas. Mais en tout cas, quand vous voyez que vous allez rentrer dans ce mode de réaction, eh bien, essayez de désamorcer ça, surtout d'essayer d'être dans le dialogue vis-à-vis de la personne qui est en face de vous. Alors, pour les personnes qui sont en fuite, voire même en esquive, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc là, des fois, ça peut aussi être tout simplement de dire, alors là, oui, on n'est pas d'accord. Maintenant, c'est trop tôt pour moi pour qu'on en discute maintenant. Je prends un moment, comme ça vous permet de vous restabiliser, de vous sentir mieux, et on en discutera plus tard. Mais vous voyez que le fait de vous connaître, eh bien, ça vous permet d'expliquer à l'autre votre mode de fonctionnement. Et donc, plutôt que justement de fuir ou d'esquiver, où là, la personne en face de vous se dit mais qu'est-ce qui lui arrive, moi, je veux y aller. Alors, surtout si lui, il est plutôt en contre-attaque, hein, là, il veut vous rentrer dedans. Si vous vous carapatez, ça ne va pas lui plaire, évidemment. Là, l'idée, ça va être de déjà rentrer un peu dans le dialogue, pas forcément déjà dans la résolution du conflit, mais en tout cas dans l'explication de votre mode de fonctionnement. Mais pour ça, il faut en être conscient. Donc, le meilleur moyen, c'est de voir les plus gros conflits que vous avez eus, comment vous avez réagi de manière instinctive au début. Ensuite, dans la continuité de l'analyse, pour vous permettre de mieux comprendre où vous en êtes dans le conflit et qu'est-ce qui est en train de se passer, identifiez aussi l'origine du conflit. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Alors, les origines, il y a 3 catégories. Alors, évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais c'est quand même celle où on se rend compte qu'il y a le plus de conflits, notamment alors soit en entreprise, soit dans les associations. Le premier, ça va être le besoin matériel. Donc, soit un manque de ressources. Donc, il y a une ressource et puis il y a 2 ou 3 ou 4 personnes qui veulent se l'accaparer. Bon, là, forcément, il y a un moment donné où ça peut créer et générer des conflits au sein du club. Ensuite, le nerf de la guerre, l'argent. Alors, ça peut être autour des actions. On a une personne qui... Je vais juste me permettre de couper notre... On a quelqu'un qui fuit là, apparemment. Un peu vite. Donc, l'argent, le nerf de la guerre. Alors, que ce soit, comme je disais, donc, autour d'actions, par exemple, on a fait une action, on a tel montant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va sur tel ou tel pilier dans le Rotary, puisque chacun a des appétences un peu différentes, ou alors l'argent sur les cotisations aussi.
finalement, le montant des cotisations, est-ce qu'il est juste, pas juste, qu'est-ce qui reprend, etc. Et puis, le dernier, dans le matériel, la mauvaise communication. Alors ça, au Rotary, je sais que c'est quelque chose qui arrive très rarement, mais bon, il peut arriver que malencontreusement, eh bien, une petite communication passe mal et que ça engendre également des conflits puisque certains peuvent se sentir mis à l'écart ou des choses comme ça. Ensuite, les besoins sociaux. Alors, les besoins sociaux, ça c'est quelque chose qui est, à mon avis, une des principales causes de conflit dans les clubs parce qu'on touche notamment à la partie égo, à la partie reconnaissance, le pouvoir. Et dans l'associatif, évidemment, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Une année, quelqu'un va être président et puis l'année d'après, il repasse simplement, finalement, dans son propre club, ce qui est quand même très différent de ce qui peut se passer dans la vie active dans les entreprises. Et donc, ça peut générer quand même des conflits, des luttes de pouvoir qui peuvent engendrer des gros conflits, surtout s'ils sont non résolus pendant trop longtemps. Donc, ça peut générer aussi des rivalités. Les responsabilités mal définies aussi entre deux groupes dans un club Rotary qui peuvent chacun penser qu'ils sont en charge de telle action, par exemple, et puis s'apercevoir que l'autre a pris l'action. Oui, mais pourquoi et tout ça aussi, on est sur des besoins sociaux. Et puis, alors bizarrement, il y a une autre chose, ça va être tout ce qui est frustration et ennui. Et alors moi, je m'en suis vraiment aperçue, notamment quand j'étais responsable ressources humaines du Marriott à Monaco, où évidemment, on avait la haute saison et la basse saison. En haute saison, on embauchait des saisonniers, donc là, il y avait beaucoup plus de monde dans l'hôtel et pourtant, il y avait assez peu de conflits. Et alors, tout d'un coup, il suffisait que décembre, janvier arrive avec beaucoup moins d'activités et alors, c'était la guerre dans l'hôtel, guerre ouverte. C'était absolument incroyable. Bah, c'est tout simplement que les gens s'ennuyaient et donc, ça leur laissait du temps pour créer des conflits, trouver de quoi se quereller. Alors que finalement, quand on est bien occupé, on a beaucoup moins de temps pour les conflits et les rivalités diverses et variées. Donc, un conseil, occupez au maximum les personnes dans vos clubs. Trouvez à chacun des occupations actives dans le club et vous verrez déjà, de toute façon, le taux de conflit qui devrait largement baisser. Et enfin, le dernier, ça va être les besoins culturels. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver, notamment au niveau des générations, puisque dans un même club, on va avoir des personnes de différents âges, de différents horizons, même culturels, même comportementaux. Et là, bien évidemment, ça peut créer des incompréhensions les uns avec les autres, et donc générer sur le long terme, si on ne fait rien, des conflits qui peuvent émerger au bout d'un certain temps. Alors, dans un conflit, c'est rare qu'un conflit arrive vraiment en fait du jour au lendemain. Si vous réfléchissez aux conflits que vous avez pu avoir dans le passé, en général, il y a plusieurs étapes qui arrivent les unes après les autres. La première étape, c'est l'accumulation. Vous savez, c'est ces petits désagréments, c'est ah tiens, elle est là, mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle se comporte comme ça? Vous voyez, c'est plein de petits grains de sable, un peu comme dans les chaussures, là, quand on sort de la plage et puis hop, on a plein de petits grains de sable. C'est pas vraiment perturbant en soi, mais c'est quand même pas agréable, c'est gênant. Et puis, quand on commence à accumuler un peu trop de ces grains de sable et qu'il n'y a aucune communication qui est mise en place, là, on va passer à l'indifférence contrôlée. Bon, très bien. Il est là, je sais qu'il me donne ces petits grains de sable, j'en ai plus envie. Donc, quand il va parler, voilà, je vais faire autre chose, je vais m'occuper d'autre chose, je vais faire comme s'il n'était pas là. Sauf que bizarrement, ça ne marche pas très, très bien. Et donc, parce qu'on l'entend quand même et parce que là, ça crie, ça nouveau, c'est désagréable, on va se dire, je vais carrément l'éviter. Et alors là, on en arrive même à un point où vous avez un doodle qui est organisé pour faire une activité avec le club. Et là, vous vous apercevez que cette personne s'est inscrite et vous vous dites, alors vous avez plein de bonnes raisons évidemment, mais bizarrement, vous ne pourrez pas y aller. Parce que non, finalement, j'avais pas finalement très envie d'y aller. Mais en fait, c'est tout simplement que vous commencez à éviter la personne parce qu'elle vous irrite trop et que vraiment, ça devient plus supportable. Sauf que ça va éviter quelqu'un qu'on est obligé de croiser dans son club autour des activités et tout ça. Évidemment, ça marche qu'un temps.
Et donc, on passe à la phase de guerre froide. Alors, la guerre froide, c'est un moment qui est un peu… alors, c'est particulier parce qu'au contraire, la tension a l'air de s'apaiser. C'est un moment, en fait, où les deux camps, parce qu'en général, l'autre aussi, il s'en est aperçu, faut quand même pas, faut pas croire, les deux camps vérifient qui est de leur côté. Et donc, on commence à avoir des alliés. Et alors ça, c'est plutôt agréable parce qu'on se sent moins seul. Il n'y a plus que nous qui n'aimons pas cette personne. Il y en a d'autres, effectivement, qui trouvent, oui, on est d'accord qu'il a des comportements qui ne nous vont pas dans le club. Il n'est pas très rotarien dans son esprit, etc. Et alors là, on se raconte plein de choses. Puis alors, on est capable de déterrer des anecdotes d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, et puis le jour où il est arrivé, vous vous souvenez, il a fait ci, il a fait ça. Direct, j'ai senti que ça n'allait pas. Vous voyez à peu près de quoi je veux parler? Voilà. Donc là, la guerre froide. Et alors, quand on est extérieur au conflit, quand on est manager ou quand on est, par exemple, président de son club, tout d'un coup, les choses ont l'air de se calmer. Donc, ça fait du bien. On se dit, finalement, ce n'est pas si grave. C'est super. Apparemment, les gens, au contraire, ont l'air plus détendus, etc. Il y a même une meilleure communication, puisqu'on se raconte toutes ces anecdotes. Donc, forcément, la communication est meilleure. Et on se tranquillise et on relâche la pression, sauf que, eh bien non, pas du tout. En fait, c'est tout simplement les prémices de la guerre ouverte. Et alors là, ça peut être la 4e guerre mondiale, quasiment qui apparaît dans votre club. Et vous ne comprenez plus rien puisque ça avait l'air de s'être calmé. Et là, tout d'un coup, il y a 2 camps en général qui sont formés. Les pros d'un côté, les pros de l'autre, et plus personne ne peut s'entendre. Alors évidemment, il ne faut surtout pas attendre d'en être là. L'erreur principale, en fait, c'est de laisser toutes ces phases arriver et d'attendre d'en être à la guerre ouverte pour faire quelque chose. Alors, il y a d'autres erreurs. Donc, comme je vous le disais, ne rien faire en pensant que ça va s'estomper tout seul. Parce que non, un conflit, si on n'y met pas de la communication, du dialogue, de l'échange, ça ne se règle pas tout seul. L'autre erreur, évidemment, c'est d'aller dans un des camps. Surtout si vous êtes le président, par exemple, de votre club à ce moment-là, ce n'est pas votre rôle de prendre parti. Votre rôle, en fait, c'est de garder la cohésion dans le club. Et vous ne pourrez en aucun cas le faire si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Les erreurs, c'est également les rumeurs. Laisser courir trop de rumeurs et vous y prendre part. Alors ça, si on sait que vous colportez des rumeurs sur les uns, sur les autres, c'est pire que tout. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est être au courant des rumeurs, mais les garder pour vous. Et puis la dernière erreur que j'ai pu constater, c'est de riposter sans écouter du tout. C'est vouloir régler soi-même le conflit tout seul, sans écouter ce que les uns et les autres ont à dire. Vous avez en face de vous quand même des adultes, même si on peut se poser des questions des fois devant les comportements, mais quand même, ils sont dans des âges adultes en tout cas. Donc, il va falloir les intégrer complètement à la résolution du conflit. Et pour ça, on va avoir plusieurs étapes. Alors, il y a 3 étapes qu'il va falloir suivre. Et la première étape, avant toute chose, en fait, ça va être d'analyser mon conflit. Donc, c'est pour ça qu'au début, je vous ai donné les origines des conflits, les types de comportements, les différents niveaux, les différentes étapes du conflit, les conséquences aussi, pouvoir voir les conséquences dans votre club, qu'est-ce que ça amène ce conflit. Tout ça, il va falloir le faire avant même de rencontrer les 2 parties. Donc, il y a un petit travail d'enquête, en fait, au début, qu'il va falloir faire pour comprendre, en tout cas, au maximum, les contours du conflit. Alors, pour ça, ça va être de manière discrète, essayer d'avoir des informations à droite à gauche, écouter les rumeurs, évidemment, écouter ce que les uns et les autres disent, mais sans leur montrer au début. Et puis, quand vous avez quand même suffisamment d'éléments, eh bien là, vous allez pouvoir rencontrer les parties. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, rencontrer les parties séparément. Donc, vous allez rencontrer un des camps, et puis ensuite, vous allez rencontrer le second clan. Alors là, là, souvent, on me pose la question, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Soit vous voyez vraiment juste les 2 protagonistes, donc un d'abord et puis l'autre ensuite, ou alors les 2 clans. Ça va dépendre un peu à quel point le conflit est avancé. Plus le conflit est avancé et plus ça va être des clans que vous allez voir, parce que finalement, c'est plus une personne qui est en conflit avec une autre,
met un clan en conflit avec un autre. Si vous le prenez de manière suffisamment anticipée, vous pouvez voir uniquement l'un et l'autre. Donc là, ça va être à voir, suivant l'étendue du conflit, qu'est-ce qui va être le plus pertinent au moment de la rencontre. Pendant que vous allez entendre les parties, évidemment, votre rôle, c'est d'écouter. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que ces deux clans ou ces deux personnes, eh bien, elles en ont gros sur la patate et elles ont besoin d'évacuer beaucoup de choses. Et donc, elles ont besoin d'en parler. Donc là, vraiment, prenez le temps d'être à l'écoute, de leur laisser vider leur sac. C'est plutôt à ce moment-là qu'il va falloir le faire. De toute façon, si vous ne leur laissez pas cette latitude, ils le feront à un autre moment, quoi qu'il arrive. Ils en ont besoin, c'est humain. Ils ont besoin de vider leur sac avant de pouvoir voir une résolution. Et vous, votre rôle, pendant cette écoute, eh bien, ça va être de rester neutre. Donc, surtout pas de dire « Ah bah oui, finalement, je suis d'accord avec toi ». C'est vraiment de toujours rester dans cette posture de « Je t'écoute, j'entends ce que tu me dis. Moi, mon rôle, là, il n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Il est simplement de voir comment on va faire pour que le club, après, il puisse continuer ensemble et que vous puissiez vous réconcilier. C'est ça mon rôle. Et j'ai pas, en fait, et c'est quelque part un peu confortable, vous n'avez pas à vous positionner puisque ça n'a pas d'intérêt, en fait. Et par contre, il va falloir faire évidemment preuve de beaucoup d'empathie pour vous mettre à la place de chacun des protagonistes pour comprendre pourquoi le comportement de l'autre a pu l'irriter et ce que ça lui a fait, et qu'ils comprennent qu'il a eu une oreille vraiment attentive tout en gardant cette neutralité. Alors, je sais que ça peut paraître pas facile, mais ça s'acquiert avec l'expérience. Donc, au début, lancez-vous, et puis petit à petit, vous verrez que vous serez absolument parfait dans ce rôle. Et puis, la troisième étape, une fois que vous avez bien entendu les deux parties, eh bien, ça va être de réunir les parties. Et alors là, il y a un outil que moi, j'utilise à chaque fois, qui est l'outil Desk, qui permet de, pendant la rencontre, avoir un fil rouge qui me permet de savoir où j'en suis et que la rencontre, elle ne part pas dans tous les sens. Parce que le but de la rencontre, évidemment, c'est qu'à la fin, eh bien, on ait trouvé un accord, enfin, que les deux protagonistes ou les deux clans aient trouvé un accord pour avancer vis-à-vis du conflit. Cet outil, donc d'abord, on va demander à chacun des parties de décrire ce qu'ils vous auront dit pendant la réunion de préparation. Si vous voyez qu'il y a un clan ou une personne qui ne dit pas tout, n'hésitez pas à l'inciter à dire absolument tout ce qu'il a à dire, puisque ça, c'est important aussi de crever l'abcès vis-à-vis de l'autre interlocuteur. C'est pour ça que la réunion de préparation, elle est aussi importante. Ensuite, expliquer que chacun des protagonistes ou des clans explique ce que ça leur a fait, parce que souvent, l'autre a du mal à se mettre à sa place. Et donc, le fait que la personne décrive les conséquences pour lui ou pour elle, eh bien, ça va aider l'autre personne à se mettre à sa place et à rentrer dans de l'empathie. Et là, déjà, rien que ça, eh bien, c'est déjà une forme de résolution du conflit. Après, on va rentrer dans la phase de solution, donc la recherche de solutions. Là, évidemment, vous, l'idéal, c'est éventuellement d'avoir 2-3 idées en tête. Maintenant, ce n'est pas à vous, au début, de proposer des solutions. C'est plutôt aux personnes. Encore une fois, vous avez affaire à des adultes. Donc, remettez-les dans leur position d'adulte et proposez-leur d'amener des solutions eux-mêmes. Si vraiment il n'y a rien qui va, là, vous pouvez amener les vôtres. Mais au début, c'est quand même vraiment mieux que ce soit les protagonistes, puisque si c'est eux qui les proposent, forcément, ils seront beaucoup plus enclins par la suite à les mettre en place. Et puis, à la fin, la conclusion ou conséquence, on se met d'accord. Vraiment, là, c'est un accord oral. En général, on ne va quand même pas aller jusqu'à de l'écrit, même si en entreprise, ça m'arrive parfois, quand j'accompagne des équipes en situation de conflit, d'aller jusqu'à de l'écrit. Mais là, dans votre cas, normalement, un accord oral sur qu'est-ce qu'il va être fait concrètement et surtout sur le suivi. Est-ce que vous allez vous revoir dans 15 jours, un mois? C'est vrai que c'est bien que les personnes sachent qu'il va y avoir un vrai suivi avec des réunions qui sont déjà programmées. Ça va aider en fait à ce qui reste vraiment enclin à suivre ce qui a été décidé. Alors, quelques conseils pour cette réunion et même pour la suite. Le premier, ça va être de valoriser les succès. Même si c'est des toutes petites choses, mais le fait qu'à une réunion, ils soient mis côte à côte, que
Alors, il ne faut pas trop en faire non plus, mais quand même leur montrer que vous voyez qu'ils font des efforts. On reste quand même finalement des grands enfants et voir que nos efforts sont récompensés, eh bien, tout le monde aime, même les adultes. Gérer aussi la partie émotionnelle parce que les conflits utilisent énormément d'énergie et d'émotions. Et bizarrement, parfois, une fois que le conflit est fini, eh bien, on peut avoir des personnes qui émotionnellement, pour qui c'est un petit peu difficile de laisser aller tout le conflit parce que ça les a tellement animés pendant un temps que, eh bien, il peut y avoir certaines émotions qui vont ressortir. Et donc là, être attentif à ça, c'est pour ça que le conseil suivant, être attentif à ce qui se passe après, aux émotions, aux non-dits, est-ce que vraiment les choses avancent ou pas, voilà, être là, être présent pour les personnes. Impliquer les individus au maximum, donc là c'est ce que je vous disais, notamment dans la partie solution, que ce ne soit pas vous qui agissiez comme un patriarche qui amène les solutions, mais que vous soyez là juste en rôle de médiateur et que ce soit bien eux qui soient impliqués dans leur résolution. Et puis, en fait, de manière générale, essayez de réagir le plus rapidement possible. N'attendez pas d'être en situation de conflit ouvert parce que, évidemment, eh bien, ça va demander beaucoup plus de temps et surtout, les blessures des deux camps vont être beaucoup plus importantes. Donc, l'idée, c'est plutôt, dès que vous commencez à avoir de l'évitement, dès que vous êtes un peu dans cette période d'évitement, eh bien, déjà, d'essayer d'intervenir dès ce moment-là. Alors, comme je vous disais, quand même, les conflits, en fait, c'est quelque chose de très positif aussi. Parce que quand, justement, on a réussi à mettre en place cette belle résolution des conflits, quand les personnes ont amené une solution riche et qu'elles s'y sont tenues, eh bien, on s'aperçoit que derrière, l'équipe, eh bien, elle est encore plus forte qu'avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été constaté à maintes reprises. Ça amène de la collaboration, ça va amener beaucoup plus d'échanges, de communication. Ça va amener aussi de la créativité. Et puis enfin, ça va amener une entraide beaucoup plus forte entre les personnes parce qu'elles savent que si demain il y a un nouveau conflit, eh bien elles sont armées pour dépasser ce conflit. Et alors souvent, je fais le parallèle avec le couple parce que eh bien, les conflits dans le couple fonctionnent exactement de la même manière. Et dans le couple, c'est pareil, un bon vieux conflit de temps en temps, eh bien, ça peut faire un bien fou quand justement il est bien accompagné parce que ça va renforcer les liens entre les personnes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous proposer. Alors, je vois qu'il est 30, donc je suis pile à l'heure. J'espère que c'est bon pour le timing. Maintenant, moi, je suis disponible. Donc, si certains avaient prévu de partir à 30, je vous libère. Par contre, si d'autres ont des questions, je serais ravie de rester un peu plus tard. Si Muriel, c'est OK pour toi. Il n'y a pas de souci. Évidemment, y répondre. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter le partage, histoire que j'ai le plaisir de se voir. Ah bah, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou Muriel, tu veux intervenir? Alors, quelqu'un dit oui, j'écoute la question. C'est moi qui ai dit oui. Eric, je t'écoute. Mais personne m'a dit que je pouvais prendre la parole. Alors. Je t'en prie, Eric, prends la parole. Oui, j'ai deux questions pour pour éviter les conflits, c'est bien, mais de temps en temps, il n'est pas encore identifié le conflit. Voilà. Il y a une personne qui s'exprime, qui donne son malaise, qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne va pas plus loin. On a juste des suppositions, mais on n'arrive pas. Alors, il faut faire de la maïeutique, il faut aller la coucher, mais je veux dire, comment faire? Alors, dans ces cas-là, l'idéal, ça va être évidemment de lui proposer déjà, est-ce qu'elle se sent d'aller voir la personne avec qui elle est en conflit? Parce que non, justement, on sait que la personne a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Elle l'exprime qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais elle ne nomme pas le problème. Elle ne nomme pas ni les responsables, ni le problème. Ah. C'est le truc, je prends l'exemple en disant, est-ce que tout va bien dans le club? Par exemple, on dit, ouais, globalement, ça va, mais il y a des trucs qui ne vont pas. J'ai entendu dire que, mais je ne voudrais pas aller plus loin. Voilà, je sais, bon, c'est pas… Mais ça fait longtemps que ça dure, toi, une phrase comme ça.
Je vois très, très bien. Ça, c'est très frustrant parce qu'effectivement, ça laisse en fait peu de marge de manœuvre. Donc, moi, quand j'avais des personnes qui me disaient ça dans des équipes, par exemple, et ils le savaient, donc à la longue, ils arrêtaient. Alors, c'est très simple, c'est soit tu me dis clairement les choses, et au contraire, alors vraiment, pour que je puisse vous aider, que je puisse mettre des choses en place, donc dis-moi, nomme-moi ce qui se passe concrètement, et j'ai des solutions, ou sinon, on n'en parle pas. Mais il n'y a pas de demi-teinte, quoi. Donc, si vraiment il y a des conflits, il faut acter et il faut trouver des solutions et il faut avancer dessus parce que ça ne permet pas au club de grandir. Mais par contre, voilà, juste me dire ça, là, je ne peux pas t'aider. Donc, aide-moi à t'aider, dis-moi ce qui se passe concrètement. Et puis sinon, alors, un bon conseil quand même. Alors, moi, c'était mon assistant qui fumait et que j'envoyais en pause clope parce que c'était là que j'avais toutes les rumeurs. Donc, c'est trouver les moments où les gens se lâchent sur les rumeurs parce que c'est une mine d'informations. Donc, aller à ces moments-là, alors ça peut être par exemple un truc tout bête, hein, mais c'est arriver un peu tôt aux apéros ou au dîner, tant que les gens commencent à discuter et observer ce qui se passe. Observer qui parle avec qui, quand quelqu'un arrive, est-ce qu'il y en a qui, par exemple, s'il y en a un qui rentre, et puis un groupe, tout le monde se regarde avec des regards un peu bizarres sans trop lui dire bonjour. Vous voyez, c'est plein de petits signes qu'il va falloir décoder. Qui s'assoit avec qui, tout ça, en fait, on peut regarder, on peut le voir vraiment concrètement. Et donc, ça peut permettre d'avoir des tendances. Et donc, la personne, si elle reformule ça, eh bien, d'aller un peu à la pêche en disant oui, il m'a semblé sentir un peu de froid avec telle ou telle personne. Donc, vraiment, de mettre un peu les pieds dans le plat. OK. Et la deuxième question? J'avais 2 questions? C'est ce qui me semble. C'est ce que j'ai dit? Ah oui, j'ai dit ça. Oui. On a fait une annonce. J'ai 2 questions, donc moi j'attends la deuxième. Tellement attentif, tellement en tant qu'éponge que j'en avais oublié que j'avais. Non, il y a une autre chose dès le début là. Les causes des conflits. Alors ça, c'est quelque chose que je connais puisque je suis passé par le poste de gouverneur et d'apprenti gouverneur. C'est des frustrations ou des rivalités qui naissent de la part d'autres personnes par l'idée qui se font de la position qu'on occupe. Oui. C'est-à-dire, ils nous prêtent des qualités qu'on n'a pas, ou sous prétexte parce qu'ils hiérarchisent quelque chose qui n'est pas hiérarchisé. Je ne sais pas comment m'expliquer bien. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de l'agressivité ou de la mauvaise humeur ou des remarques désagréables, uniquement parce que l'autre personne se met en position, pas inférieure, mais position de rivalité, quoi. C'est-à-dire, c'est la personne toute seule. Hein. Tu me connais, moi je suis jamais seulement validé. Je vois même peut-être à qui tu fais allusion. Oui, mais ça je sais. J'essaye parce que j'ai un exemple concret, mais j'en ai eu plusieurs pendant. Alors quand on est gouverneur, c'est pas un souci. Hein, parce que ou président, puisqu'on a la fonction. Donc, ce qui est des rivalités ou des frustrations, on peut facilement l'entendre. Je veux dire, je comprends ça. Que d'autres membres n'apprécient pas ou n'aiment pas qu'on soit cette fonction-là, ils nous en profitent pour nous canonner. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais quand on n'est encore rien, ou qu'on n'est plus rien, d'autres... D'accord. Donc, aujourd'hui, en fait, tu as encore cette réaction-là de certaines personnes. Oui. D'accord. Alors, moi, vraiment, j'irais... Alors, dans ces cas-là, moi, je suis assez franche. Donc, j'irais voir vraiment la personne. Je lui proposerais, en fait, vraiment qu'on s'assoie ensemble. Parce qu'en lui disant que je sens qu'il y a une difficulté et moi, ça ne me convient pas. Et je l'amènerai, si elle veut bien, à s'exprimer, mais il y a de grandes chances qu'il noie un peu le poisson. Et je lui expliquerai, en fait, pourquoi j'ai choisi de prendre ce rôle de gouverneur ou de président, qu'est-ce qui m'a animée, et puis surtout, en fait, eh bien, je lui conseillerais de le faire. Vraiment, je lui dirais, puisque ça a l'air... Comment ? Non, c'est une boutade. J'ai compris ce que veut dire Pascal. Mais vraiment, de lui dire, mais si tu veux, je suis totalement prête à t'accompagner, à
à te donner des conseils, puisque c'est quelque chose qui a l'air de tenir à cœur. Donc, ce sera avec grand plaisir de te soutenir et de te montrer toute la richesse du poste. Après, il y a vraiment aussi, ça demande un investissement important en temps, donc voilà la vérité du terrain, pour lui rappeler quand même que tu as donné tout cet investissement. Donc, c'est pas juste un rôle, quoi, c'est du temps de déplacement, des week-ends mangés sur ta vie personnelle, etc., etc. Et donc, quand même, lui rappeler qu'il y a tout ça aussi dans le rôle de gouverneur. Mais un peu lui dire, mon coco, t'es jaloux, ok, mais en fait, t'as la possibilité de le faire aussi. Donc, ça peut être une cocotte aussi ou... Ah, ça peut. Ouais, alors, c'est vrai que... Alors, si c'est une femme, mais je l'ai plus souvent vu chez des hommes, cette réaction-là, très honnêtement. Toi, je vais te surprendre. Moi, les différents cas qui me sont arrivés, il y en a un récent, c'est pour ça que Pascal comprend, c'était toujours des femmes. Ça doit être mon charme s'est éteint au fil des années, je pense. Aïe, aïe. Oui, il s'éteint avec la perte du gouvernorat, j'ai bien peur. Non, mais... Il y a peut-être autre chose. Est-ce que tu les aurais pas trop éconduits ou là, il y a des déceptions, là. Ton côté féminin. Comment tu dis, Jean-Marc? Ton côté féminin. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je trouve ça extraordinaire ce que tu as fait. L'analyse est vraiment top parce qu'on se retrouve dans plein de situations, Rotary ou pas. Donc, un grand merci déjà par rapport à ça. Je peux ajouter une petite chose. Ce qui est inquiétant, c'est que tu dis qu'on affine sa façon de gérer les conflits en ayant beaucoup. C'est pourtant pas ce qu'on souhaite finalement. Alors, je commence à avoir une petite expérience. Après, alors moi, je suis un peu maso, c'est-à-dire que moi, je vais au-devant des conflits. Je ne suis pas dans le conflit et je demande à ce qu'on me le confie. Donc, et avant ça, en fait, je gérais déjà les plaintes clients. Donc, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine. Mais en fait, ce que je me suis aperçue avec le temps, c'est surtout que les gens se font un monde des conflits et que c'est plus ça qui gêne la résolution du conflit qu'autre chose. C'est que, en fait, plus on a peur des conflits, moins on y va, et pire c'est évidemment. Alors que finalement, quand on n'en a pas peur, quand on se connaît bien aussi, quand on sait comment nous on réagit, c'est aussi pour ça qu'au début j'ai aussi parlé de notre réaction, de notre fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment peur du conflit. Alors honnêtement, moi être dans un conflit, je suis pas fan, évidemment, mais je sais aussi que j'ai les clés pour bien les résoudre et donc ça me permet aujourd'hui de plus trop en avoir en fait, vraiment. Je pense qu'on a... Oui, Françoise, excuse-moi, vas-y. J'aurais une question une question et une remarque. Parce qu'il y a deux types pour moi de conflits. Il y a le conflit dans lequel on est partie prenante. Ça, c'était mon club l'année dernière. Et le conflit, gouverneur cette année, qui arrive dans un club et on est, nous, à l'extérieur. Mais néanmoins, on se réfère à nous, bien entendu. Que dit le district? Que pense le gouverneur? Voilà. Je trouve que c'est quand même différent comme positionnement par rapport au conflit. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. Moi, alors c'est vrai que je ne me suis pas trop présentée, mais donc avant d'être à mon compte, ça fait maintenant 6 ans que je suis formatrice et consultante, donc j'interviens dans des entreprises pour aider des conflits. Donc là, je suis plutôt dans votre position, vous, de gouverneur, puisque je suis externe à l'entreprise, je viens de manière très ponctuelle. En plus, on me nomme, enfin voilà, je suis identifiée comme venant gérer le conflit. Alors, je ne suis pas toujours très bien accueillie au début, puisque les deux parties... Ouais, un petit peu quand même. Je suis un peu attendue souvent avec le Kalachnikov. Et puis surtout, voilà, ils m'attendent un peu au tournant. Alors qu'avant, donc, j'étais responsable ressources humaines dans des hôtels, où évidemment, j'ai aussi dû gérer des conflits. Et là, j'étais un peu plus partie prenante, puisque j'étais dans l'entreprise, je côtoyais les gens au quotidien. Et c'est vrai que j'ai vu une différence. Je trouve plus confortable, à la rigueur, la position externe, parce que justement, il n'y a pas d'enjeu quelque part. Voilà, la neutralité est plus facile.
Maintenant, quand on est dans son club, ce qui peut aider pour résoudre le conflit, c'est parfois justement d'avoir un gouverneur à qui on fait appel, d'avoir, alors pas forcément qui interviennent, mais en tout cas qui nous permettent de prendre du recul en fait sur le conflit. C'est un peu la difficulté. Quand on est partie prenante, c'est pas forcément qu'on n'a pas les outils parce que finalement on les a déjà, mais c'est que notre jugement peut être un peu obscurci par le fait qu'on connaît trop bien les personnes. Et c'est là qu'avoir un conseil extérieur, ça peut vraiment aider à prendre voilà, du recul, une prise de hauteur. Voilà, c'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est important, quand on veut aider d'autres personnes à résoudre un conflit, d'avoir du recul par rapport à ce qui se passe et de prendre de la hauteur. Et puis après, en fait, tu as oublié quand même une troisième partie, c'est les conflits dans lesquels nous, on est, où vraiment c'est nous en conflit avec quelqu'un d'autre. Là, pareil, avoir quelqu'un sur qui, là aussi, qui est plutôt externe, pas rentrer dans cette guerre froide où, au contraire, on essaye d'avoir des alliés et tout. Ça, moi, je déconseille complètement. Mais c'est plutôt d'avoir quelqu'un avec qui on peut en parler déjà, de sortir ce qui nous énerve chez l'autre, parce qu'on a le droit, après tout, nous aussi, d'être énervés par les comportements d'autres personnes, et c'est normal. Donc, déjà, d'évacuer ça, et puis de nous permettre, du coup, grâce à ça, eh bien, de nous aussi prendre de la hauteur. Et l'outil Desk marche tout aussi bien. D'ailleurs, pour tout vous dire, en fait, je m'en sers même dans mon couple. Hein, donc, qui va bien. J'ai une petite dernière question. Tu sais, on réfléchissait à ça dans notre club. On essaie d'être vigilant au fait que les membres soient à l'écoute des autres, c'est-à-dire qu'ils ne s'interrompent pas forcément. Parfois, tu sais, ça peut se faire avec une certaine violence que les gens ne ressentent pas. Est-ce que il y a des gens qui sentent plus facilement les autres, les conflits, je trouve. Tu sais, tu as des gens qui sont assez sensibles aux tensions qui existent entre les gens. Est-ce que tu crois que ça peut être une piste, ou en tout cas, est-ce que tu as déjà vu ça en entreprise, qu'une ou deux personnes qui ont un petit peu cette sensibilité-là, leur mission, ce soit d'être, comme tu disais tout à l'heure, à l'écoute, d'écouter les petits potins, etc., pour pouvoir justement être un support pour le gouverneur ou le président du club? C'était le rôle tout à fait de mon assistant dont je vous parlais tout à l'heure. C'était ça. Clairement, c'était son poste, enfin c'était un de ses rôles en tout cas, d'être à l'affût un peu de l'ambiance dans l'établissement. Alors nous, bon, c'était une entreprise, hein, c'était un hôtel, mais un de ses rôles, oui, c'était vraiment d'être à l'affût de l'ambiance, Alors, il faut des personnes qui ont beaucoup d'empathie et puis des personnes qui sachent décoder aussi le non-verbal. Parce que c'est souvent, notamment dans les premières phases, dans le non-verbal qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'éléments sur ce qui se passe. Alors, surtout quand on est président, on n'a pas le temps forcément d'être à l'écoute de tout ça. Donc, moi, notamment quand j'étais justement responsable, j'avais du mal, même si pourtant les conflits, je connais bien, mais j'avais déjà beaucoup d'autres missions, donc c'est pour ça que j'avais délégué. Mais oui, pendant que vous êtes président, complètement, avoir des personnes qui sont un peu des garde-fous, des personnes auprès de qui vous avez vraiment une confiance totale, évidemment. Et par contre, s'assurer que c'est des personnes qui ne sont pas générateurs des rumeurs dans le club, hein, évidemment. Si c'est eux qui colportent les rumeurs, alors c'est vraiment pas la bonne personne. Mais avoir des personnes qui sont à l'écoute un petit peu de ce qui se passe, c'est excellent. Ça peut être un très bon moyen. Super. Je vois un commentaire dans le fil de discussion. En fait, j'ai hâte d'avoir un conflit pour m'exercer. Je pense que c'est un très bon point de conclusion. Merci infiniment, Gwenaëlle. Avec un immense plaisir. À très bientôt sur les prochains épisodes. Merci à tous.